Il y a un moment très précis, un moment que personne ne remarque vraiment. Et pourtant, c'est là que tout commence. Une femme est assise dans son salon, rien de spécial. Une soirée normale, son compagnon est là, présent, calme, stable. Il lui parle, il lui demande comment s'est passée sa journée, il lui propose de manger. Il fait exactement ce qu'il fait depuis des années. Et elle répond automatiquement. Mais à l'intérieur, il ne se passe plus rien. Pas de colère, pas de tristesse, pas même de frustration. Juste un silence, un vide étrange. Difficile à expliquer, encore plus difficile à assumer. Et c'est là que la première pensée apparaît. Pas violente, pas dramatique, juste une question, presque innocente. C'est ça ma vie maintenant ? J'ai vu cette scène se répéter plus de fois que je peux les compter. Une amie proche, il y a quelques années. Mariée depuis 6 ans. Son mari, irréprochable. Il travaillait. Il rentrait tôt. Il était fidèle, présent, respectueux. Mais un jour, elle m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Elle m'a regardé très calmement et elle a dit « Je ne ressens plus rien avec lui ». Et sur le moment, ça paraît logique. Parce que dans sa tête, ce qu'elle ressent devient une preuve. Si je ne ressens plus rien, c'est qu'il y a un problème. Si je ne vibre plus, c'est que ce n'est plus de l'amour. Et c'est exactement là que tout bascule. Parce que ce raisonnement, il semble évident, mais il est faux. On ne quitte pas toujours quelqu'un parce qu'il fait mal les choses. Parfois, on le quitte parce qu'il les fait trop bien. Trop de stabilité, trop de prévisibilité, trop de calme. Et ce calme, le cerveau ne l'interprète pas comme de la sécurité. Il l'interprète comme de l'ennui, comme un manque, comme quelque chose qu'il faudrait corriger. Alors, une idée commence à s'installer, très lentement. Je mérite peut-être de ressentir plus que ça. Et cette phrase, elle est dangereuse. Pas parce qu'elle est totalement fausse, mais parce qu'elle est incomplète. Elle ne dit pas ce que ressentir plus implique vraiment. Elle ne dit pas le prix à payer. Si ce que je viens de décrire te semble familier, si tu as déjà vu ça autour de toi ou ressenti ce genre de vide sans vraiment savoir l'expliquer, tu peux t'abonner à la chaîne. Parce que ce genre de mécanisme, on ne l'apprend nulle part. Et pourtant, il détruit des relations parfaitement saines, en silence. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce moment-là, ce doute-là, ce n'est pas encore une rupture. C'est pire que ça. C'est le début d'une histoire qui, au départ, semble être une libération, mais qui, avec le temps, devient un regret. Et le problème, c'est qu'au moment où cette décision est prise, elle semble parfaitement logique, cohérente, justifiée, presque courageuse. Et c'est précisément pour ça qu'elle est aussi difficile à remettre en question. Parce qu'on ne fuit pas une relation toxique. On fuit quelque chose de stable, simplement parce qu'on ne le ressent plus. Et la vraie question, celle que presque personne ne se pose à ce moment-là, c'est celle-ci. Est-ce que ce que je ressens est un signal fiable ou juste une illusion qui commence à s'installer ? Ce que je vais te dire maintenant, c'est quelque chose que peu de gens acceptent vraiment. Ton cerveau n'est pas fait pour te rendre heureux. Il est fait pour réagir à ce qui est nouveau. Et ça change tout. Au début d'une relation, tout paraît intense. Un message, et le cœur accélère. Un regard, et tu te sens spécial. Un silence, et tu y penses toute la nuit. Pourquoi ? Parce que tout est imprévisible. Chaque interaction est une surprise. Chaque moment a une valeur. Parce qu'il pourrait ne pas se reproduire. C'est ça en réalité qui crée l'émotion. Pas la personne, la nouveauté. Maintenant, prends exactement les mêmes gestes et répète-les pendant 5 ans. Le message du matin, le « je t'aime » du soir, la présence constante, les attentions discrètes, rien n'a changé. Et pourtant, tout a changé, parce que ton cerveau, lui, s'est adapté. Il a classé ça dans « normal », dans « acquis », dans « prévisible ». Et ce qui était autrefois précieux devient invisible. Et je me souviens d'un collègue avec qui je parlais souvent de ça. Sa copine lui reprochait quelque chose d'étrange. Pas qu'il ne fasse pas assez, mais qu'elle ne ressente plus rien. Alors qu'il faisait exactement ce qu'il avait toujours fait. Présence, respect, stabilité. Un jour, il m'a dit « J'ai l'impression d'être puni pour être constant ». Et cette phrase,
elle résume tout, parce que la constance, à long terme, ne crée plus d'émotion, elle crée de la sécurité. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens n'ont jamais appris à reconnaître la sécurité comme quelque chose de précieux. Ils la ressentent comme un manque, et c'est là que le piège devient dangereux. Le cerveau commence à faire une association fausse. Si je ne ressens plus d'intensité, c'est que la relation a perdu de la valeur. Alors que la réalité est l'inverse. Plus une relation dure, plus elle devient stable. Et plus elle devient stable, moins elle stimule. Mais moins de stimulation ne veut pas dire moins d'amour, ça veut juste dire moins de nouveauté. Et c'est exactement à ce moment-là que certaines personnes commencent à chercher ailleurs. Pas forcément physiquement, mais mentalement. Elles commencent à imaginer, à comparer, à se demander « Et si avec quelqu'un d'autre, je ressentais à nouveau quelque chose ?» Et la réponse est oui. Bien sûr que oui. Avec quelqu'un de nouveau, tu ressentiras quelque chose, exactement comme au début. Mais ce que personne ne dit, c'est que ce que tu ressens au début, ce n'est pas de l'amour. C'est une réaction chimique à l'incertitude, à l'inconnu, à l'imprévisible. Et cette réaction, elle a une date d'expiration, toujours. Le problème, ce n'est donc pas que la relation actuelle ne fonctionne plus. Le problème, c'est que ton cerveau a arrêté de la récompenser émotionnellement. Et quand tu ne ressens plus la récompense, tu commences à croire qu'il n'y a plus rien, alors que tout est encore là. Et c'est comme ça que naît l'erreur. Silencieuse, progressive, presque logique. Tu ne quittes pas parce que c'est mauvais. Tu commences à douter, parce que ça ne te stimule plus. Et ce doute, il va chercher des preuves, des raisons, des justifications. Et c'est exactement là que quelque chose d'encore plus dangereux entre en jeu. Parce que ton cerveau ne va pas rester dans le vide, il va chercher ailleurs. Et ce qu'il va trouver ne sera pas la réalité, mais une version filtrée, idéalisée, presque parfaite, à laquelle ta relation n'a aucune chance de résister. À partir de ce moment-là, le doute ne reste pas seul. Il cherche à se confirmer. Et ton cerveau est très bon pour ça. Il ne cherche pas la vérité. Il cherche des preuves qui vont dans son sens. Alors tu ouvres ton téléphone. Tu scrolles sans vraiment y penser. Et là, les images commencent. Des couples qui voyagent, des surprises filmées, des déclarations publiques, des moments parfaits, capturés au bon angle. Tout est beau, tout est intense, tout semble vivant. Et sans t'en rendre compte, une comparaison se crée, silencieuse, inévitable. Eux, ils vivent quelque chose. Moi, non. Je me rappelle d'une connaissance, une fille que je voyais souvent en groupe. Un jour, elle m'explique qu'elle commence à douter de sa relation. Pas de tromperie, pas de dispute violente, pas de manque de respect, rien de grave. Mais elle me dit « J'ai l'impression qu'il ne se passe rien dans ma vie ». Et quand je creuse un peu, je comprends d'où ça vient. Elle passait ses soirées à regarder des contenus de couple, des voyages, des surprises, des moments parfaits. Et sans s'en rendre compte, elle avait commencé à comparer sa vie entière à des extraits. C'est ça le piège. Tu ne compares plus ta relation à une autre relation réelle. Tu la compares à une compilation des meilleurs moments de centaines de relations différentes. Un homme drôle ici, un homme romantique là, un homme aventurier ailleurs, et dans ta tête, tout ça fusionne. Ça devient un standard, un idéal, un fantasme. Mais cet homme-là n'existe pas. Il n'a jamais existé. Et pourtant, tu commences à juger ton partenaire réel face à cette version imaginaire. Et forcément, il perd, parce que la réalité ne peut pas rivaliser avec une illusion. La réalité, elle a des silences, elle a des jours normaux, elle a des moments sans intensité. L'illusion, elle, est toujours au sommet, toujours excitante, toujours vibrante, toujours parfaite. Alors, petit à petit, la perception change. Ce qui était stable devient fade, ce qui était rassurant devient ennuyeux, ce qui était solide devient insuffisant. Et une idée commence à prendre toute la place. Je mérite mieux que ça. Et cette phrase, elle est validée par tout le monde autour. Les amis, les contenus, les discours modernes. Tu dois être heureuse. La vie est courte. Écoute ton ressenti. Et encore une fois, ce n'est pas complètement faux, mais ce n'est pas toute la vérité.
parce que personne ne te dit que ton ressenti, à ce moment-là, est influencé, filtré, déformé. Personne ne te dit que tu es en train de comparer quelque chose de réel à quelque chose qui n'existe pas. Et à force d'entendre les mêmes phrases, de voir les mêmes images, de ressentir le même vide, la décision devient inévitable. Pas parce qu'elle est juste, mais parce qu'elle semble évidente. Tu ne te dis pas « je fuis quelque chose de stable ». Tu te dis « je me choisis, je veux me sentir vivante, je veux plus que ça ». Et c'est comme ça que la décision est prise, calmement, sans drame, presque avec fierté. Mais ce que tu ne vois pas encore, c'est que ce que tu poursuis n'est pas une réalité durable. C'est une sensation temporaire. Et cette sensation va bientôt te montrer son autre visage. Au début, tout semble confirmer que tu as eu raison. C'est même ça le piège. Tu te sens plus légère, plus libre, plus vivante. Il y a de la nouveauté, des nouvelles discussions, des nouvelles rencontres. Et surtout, tu ressens à nouveau quelque chose. Ce frisson que tu avais perdu, cette excitation, cette intensité. Et dans ta tête, c'est clair, c'est ça qui me manquait. J'ai un ami qui a vécu exactement ça, mais à l'envers. C'est lui qui avait été quitté. Quelques mois plus tard, son ex commençait à voir quelqu'un d'autre. Un homme complètement différent, plus spontané, plus imprévisible, plus intense. Et pendant un moment, elle était convaincue d'avoir fait le bon choix. Mais ce qu'elle ne voyait pas encore, c'est que cette intensité avait un prix. Parce que ce qui crée le frisson, c'est aussi ce qui crée l'instabilité. Tu ne sais pas quand il va répondre, tu ne sais pas s'il va être là demain. Tu ne sais pas ce qu'il ressent vraiment. Et au début, ça excite, puis très vite, ça fatigue. Les messages deviennent irréguliers, les plans changent, les promesses sont floues, et sans t'en rendre compte, tu passes de l'excitation à l'anxiété. Mais tu t'accroches, parce que tu veux retrouver ce que tu as ressenti au début. Alors tu continues, tu t'adaptes, tu fais des efforts, tu justifies, et puis ça ne marche pas, alors tu changes. Une autre personne, une autre histoire. Et au début, c'est reparti. Nouvelle énergie, nouvelle connexion, nouvelle intensité. Mais la fin reste la même, toujours. Je me souviens d'une discussion tard le soir, avec une connaissance. Elle avait enchaîné plusieurs relations après sa rupture. Des profils différents, des histoires différentes. Mais elle m'a dit quelque chose de très simple. Au début, c'est toujours incroyable. Et après quelques semaines, je ressens exactement le même vide. Et c'est là que quelque chose commence à se fissurer. Parce que la réalité devient difficile à ignorer. Ce n'était pas l'ancien partenaire le problème. Le schéma se répète. Excitation, attachement, habitude, ennui, encore. Et à ce moment-là, une question commence à apparaître. Pas immédiatement, pas clairement, mais elle est là. Et si le problème n'était pas là où je pensais? Parce que plus le temps passe, plus la comparaison devient impossible à éviter. Pas avec les autres, avec le passé. Et ce passé commence à changer de visage. Ce qui semblait ennuyeux devient rassurant. Ce qui semblait fade devient rare. Ce qui semblait acquis devient précieux. Et c'est là que quelque chose de beaucoup plus lourd commence à apparaître. Pas une émotion forte, pas un choc. Un sentiment lent, froid, progressif, le regret. Mais le regret ne crie pas. Il ne s'impose pas d'un coup. Il s'installe, doucement, presque silencieusement. Et quand il devient clair, il est souvent déjà trop tard. Le regret ne ressemble pas à ce que les gens imaginent. Ce n'est pas une explosion, ce n'est pas une crise, ce n'est pas un moment dramatique. C'est beaucoup plus discret que ça. C'est un dimanche soir, rien de prévu. Un silence un peu trop long dans l'appartement. Tu prends ton téléphone, tu regardes sans vraiment chercher. Et là, tu tombes sur quelque chose, une photo, un souvenir. Ou pire, lui, avec quelqu'un d'autre. Je me souviens d'un moment très précis. Une femme que je connaissais a croisé son ex par hasard dans un café.
Ils ne s'étaient pas revus depuis longtemps. Lui était posé, calme, différent, pas transformé, apaisé, et à côté de lui, une femme. Rien d'extraordinaire. Mais elle riait, un rire simple, naturel, et lui souriait, un vrai sourire. Pas celui qu'on force, pas celui de la faim. Un sourire qu'elle n'avait plus vu depuis longtemps. Elle les a regardés quelques secondes, et sans qu'il ne se passe rien de spectaculaire, tout est remonté. Pas les grands moments, pas les souvenirs Instagram, non, les détails, les choses invisibles. Le café qu'il préparait sans qu'elle le demande, les fois où il restait, même quand c'était difficile. Les silences confortables, les gestes simples, répétés, constants. Tout ce qu'elle trouvait banal est revenu d'un coup, mais avec une autre valeur. Et c'est là que la compréhension arrive. Brutale, claire, inévitable. Elle n'avait pas quitté quelque chose de vide, elle avait quitté quelque chose de stable, et elle avait confondu les deux. Le problème, ce n'était pas qu'il manquait quelque chose, c'est qu'elle ne savait plus le voir. Et pendant qu'elle cherchait l'intensité ailleurs, lui, il construisait autre chose, avec quelqu'un d'autre. Le regret, à ce moment-là, n'est pas violent. Il est lourd, silencieux, parce qu'il ne repose pas sur une erreur visible, mais sur une mauvaise lecture. Et ce qui rend ce regret encore plus difficile, c'est qu'il arrive avec une certitude, pas un doute, une certitude. J'avais déjà ce que je cherchais. Mais à ce moment-là, il n'y a plus rien à faire. Pas parce que c'est impossible, mais parce que la vie a avancé. Et c'est là qu'on touche à quelque chose que très peu de gens acceptent vraiment. Toutes les décisions ne sont pas réversibles. Certaines portes, quand elles se ferment, ne se rouvrent pas. Pas par orgueil, pas par vengeance, mais parce que quelqu'un, quelque part, a décidé de ne plus revenir en arrière. Alors, laisse-moi te laisser avec ça. Pas une réponse, pas une morale, juste une question. Quand tu ne ressens plus l'intensité, est-ce que ça veut dire que l'amour a disparu ou simplement qu'il a changé de forme? Parce que beaucoup de gens passent leur vie à courir après le feu, sans comprendre que ce qui tient vraiment dans le temps, ce ne sont pas les flammes, ce sont les braises. Si ce que je viens de dire résonne avec quelque chose que tu as vécu ou que tu observes autour de toi, tu peux t'abonner à notre chaîne Mentalité Cachée si ce n'est pas encore fait. Tu peux aussi partager cette vidéo à ton entourage. Pas pour convaincre, mais peut-être pour éviter à quelqu'un de comprendre tout ça. Trop tard. Et dis-moi, sincèrement, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un regretter une décision qu'il était pourtant sûr d'avoir prise pour les bonnes raisons ?